Olivier, merci infiniment. Avant de passer la parole à Gérard Rabinovitch, je voudrais répondre d'une boutade à l'impossible question que Marie-Elisabeth vient de nous poser dans un ouvrage magnifique, L'homme, la nature et le droit, dirigé par mon ami Bernard Edelman. Elisabeth de Fontenay, dans la postface, écrivait que depuis le silex, l'homme avait été trop loin. Gérard Rabinovitch, Gérard, mon cher ami, je suis tellement heureuse de ta présence à cette tribune, à la fois comme le coprésident de ce colloque, comme intervenant. Tu es philosophe, sociologue, écrivain, directeur de l'Institut européen Emmanuel Lévinas et vice-président de l'Institut universitaire Rachid à Troyes. Auteur d'une œuvre considérable de philosophie clinique, nous te devons ce concept et je puis dire ici mon estime et mon plaisir à travailler et échanger avec des philosophes qui ont, comme tu l'as toi-même, comme Olivier à cette table, l'oreille analytique. Ça change tout dans la capacité d'appréhender la pensée avec sans oublier que ce sont les hommes qui la font. Ton dernier ouvrage, Au chevet de l'animal parlant, sous-titre Philosophie clinique, le prochain, d'une permanence païenne, à paraître immédiatement dans les 15 jours aux éditions Au bord de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monette. Réciproquement, c'est une joie d'appartenir à ta bande. Comme on le dit, la bande à Monette, Jean-Pierre, Olivier, moi, Dany, qu'on a entendu, je crois, mercredi, Dany Dufour, Jean-François Bronstein, enfin, voilà. Marie Balmarie, oui, tout à fait. Nous sommes ceux qui viennent après, consigna en sentence ramassée et irrévocable pour l'avenir George Steiner dans Langage et silence. J'ai souhaité donner pour titre à mon intervention aujourd'hui cet emprunt à Steiner pour son tranchant, irrévocable et incontournable. Il rejoignait dans son constat, qui valait diagnostic, quelques autres contemporains dont il importe maintenant de peser le retentissement des mots. Jürgen Habermas. Auschwitz a transformé les conditions de permanence des relations entre les humains. C'est dans Écrit, politique, culture, droit, histoire. Pierre Legendre, le nazisme a constitué pour l'Occident une échéance historique et un épisode de déstructuration dont les sociétés contemporaines demeurent tributaires. C'est dans la 901e conclusion. Françoise Dolto, les fruits pervers du nazisme ne sont pas terminés parce que ça a été socialisé. La symbolisation qui donne valeur aux pulsions a donné valeur à des pulsions destructrices. C'est dans les images, les mots, le corps, entretien avec Jean-Pierre Winter. Théodore Adorno, le néant que les camps de concentration ont infligé au sujet atteint maintenant la forme même de la subjectivité. C'est dans Minima Moralia. Imre Kertész, Auschwitz a eu lieu, et le fait qu'il ait pu avoir lieu est irréversible. C'est en cela que réside la grande signification d'Auschwitz. Tout ce qui a eu lieu influence tout ce qui peut encore avoir lieu. On ne peut pas effacer ce fait du temps, on ne peut pas l'effacer du processus qu'on appelle, faute de mieux, le destin. On ne peut rien y changer. C'est dans Sauvegarde, journal 2001-2003. Georges Bataille. Auschwitz est le fait, le signe de l'homme. L'image de l'homme est désormais
inséparable d'une chambre à gaz. C'est dans un texte sur Sartre, dans ses œuvres complètes au tome 11. Et puis, Karl Jaspers, c'est en Allemagne que se produisit l'explosion de tout ce qui était en train de se développer dans tout le monde occidental sous la forme d'une crise de l'esprit et de la foi. C'est dans la culpabilité allemande. Et enfin, Jacques Lacan, qui, dans sa proposition du 9 octobre 1967, en parole fondatrice de son école, ne manque pas d'observer que les penseurs, je le cite, à vaguer de l'humanisme à la terreur, ne se sont pas assez concentrés sur ce que le terme de camp de concentration dans sa métonymie indiquait de rupture et de prémisse. Lacan posait là de nouveau ce qu'il avait déjà d'un effleurement compact, formulé dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse de 1964. Je le cite, « Beaucoup d'entre vous les ont... » Ah non, pardon, c'est pas encore la citation. « Beaucoup d'entre vous les ont certainement en tête, ces propos de Lacan. » Je le cite. « Il est quelque chose de profondément masqué dans la critique de l'histoire que nous avons vécue. C'est présentifiant les formes les plus monstrueuses et prétendues dépassées de l'Holocauste, c'est ainsi qu'il disait, le drame du nazisme. Je tiens qu'aucun sens de l'histoire fondé sur les prémices hegeliano-marxistes n'est capable de rendre compte de cette résurgence, par quoi il s'avère bien que l'offrande à des dieux obscurs d'un objet de sacrifice est quelque chose à quoi peu de sujets peuvent ne pas succomber dans une monstrueuse capture. L'ignorance, l'indifférence, le détournement du regard peut expliquer sous quel voile reste encore caché ce mystère. C'est dans le livre 11, page 246-47. Chacun le dit à sa façon, dans le balbutiement de son champ sémantique propre, mais aucun de ceux-là n'en évite l'évidence fracassante et ineffaçable de dimensions anthropologiques. Car c'est bien à quoi faisait allusion Steiner dans ses compagnonnages frontispices. Nos devenirs, celui de nos nations, de nos cultures, de nos manières d'être dans le monde, sont attrapés par le fait que ça ait eu lieu. Pas comptable, mais tributaire. Et comptable aussi peut-être alors de contourner, d'esquiver, se dérober, d'en être tributaire. En nous, autour de nous, malgré nous, quoi qu'on veuille. Ce que Simone Weil, d'une implacable déclaration aux Nations Unies du 29 novembre 2007, éclairci. Je souhaite solennellement vous redire que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. Donc, après, dit Steiner, mais après quoi? Après un intermède catastrophique, contingent de la marche de la modernité vers son apogée? Après une régression conjoncturelle? Après une embardée de l'histoire redressable par quelques corrections dans l'après-coup? En quelque sorte un accident civilisationnel, réglable, soldable, voire dépassable parce qu'il a été convenu, en vestige d'une dette, de nommer administrativement du syntagme devoir de mémoire comme il se fait de nos temps. Si un tel syntagme semble de prime abord avoir la pertinence d'un office de cause éducative et civique sur la nécessité d'élever une digue de savoir et de connaissance contre les négateurs, contre les fourberies de ceux-ci, leur ricanement, leur malveillance perverse. On doit se souvenir de la sentence du général Eisenhower qui, lors de la découverte par les troupes alliées d'un premier camp, exigea immédiatement que soit filmé ce qui était sous leurs yeux
au motif selon ses propres propos, dans 10 ans, on dira que ça n'a pas existé. Pour la petite histoire anecdotique, c'est à Hitchcock qu'a été confié le premier montage des bandes de films qui a été filmé par les services cinématographiques des Alliés. Il avait été appelé des États-Unis en Angleterre pour pouvoir faire ce premier montage. Donc les tout premiers images qu'on a eues des camps, c'est Hitchcock qui les a filmées. Lui-même les découvrant, il rentre aux États-Unis, à Los Angeles, il fait une conférence de presse dans laquelle il dit « Les gens ne savent plus ce qu'est le mal. Et il faut faire un cinéma qui réapprenne aux gens ce qu'est le mal. » Vous avez là la semence de son cinéma, ou de sa continuité cinématographique. Et donc, ce syntagme, donc, a pour défaut, devoir de mémoire, comme l'épinglait Imre Kertész, de transformer le souvenir en rituel dans une incantation fossilisée qui ne pense pas. Et donc, pour risque collectif, d'installer un impensé sur l'amont prépositionné de ce dont il ne voudrait pas faire l'impasse, tout en passant à autre chose, et sur son présent qui se prolonge. Le présent prolongé d'Auschwitz, évoqué par Kertész dans son journal de galère. Différemment, plutôt qu'un accident civilisationnel, d'autres y ont pressenti une tragédie civilisationnelle, une bifurcation ravageuse, durable, peut-être pérenne. Un Zivilisationsbruch, une rupture de civilisation authentifiée et singularisée par ce qu'on a donc ramassé sous le nom générique de déchirure d'Auschwitz. Pas seulement dans la démesure industrielle des meurtres de masse à flux tendu de l'extermination, mais dans cette Loneliness invoquée par Hannah Arendt, cette désolation à comprendre comme une désolation, la désagrégation des paramétrages du sens commun de la justice, de la dignité, de la solidarité. La perte, ou du moins la précarisation pérenne, du sol commun sur lequel est bâti ce monde qu'on habite dans la pluralité des hommes, héritage laborieux d'une marche précaire, claudicante, mais continue dans sa convocation de travail, de culture, cette Kulturarbeit si chère à Freud. Fruit dans cette région civilisationnelle qui est notre résidence et en disposition pour le monde du nouage en tension entre Athènes et Jérusalem. Cela, pour beaucoup initialement penseurs germanophones, juifs allemands exilés ou allemands anti-nazis, Karl Jaspers, comme Gunther Anders, Hans Jonas, Georges Lukács, Ernst Bloch, comme Hermann Broch, Elias Canetti, comme Victor Klemperer, Siegfried Kracauer, comme Klaus Mann, Norbert Elias, comme Max Horkheimer et Theodor Adorno, Erich Fromm, comme Herbert Marcuse, avaient tous en partage, à l'intérieur des éventuelles controverses qui les distinguaient ou les opposaient, l'intuition immédiate d'une telle rupture. D'autres encore, qui les avaient précédés avant-guerre, sans pouvoir en anticiper factuellement l'ampleur d'épouvante, avaient eu une même intuition sans se concerter. Citons Sigmund Freud, Joseph Roth, Herbert Marcuse, Emmanuel Levinas, Vladimir Jankélévitch, Thomas Mann, André Suarez, Jacques Maritain. Chacun doté d'une similaire oreille fine, qui valait oreille éthique absolue, et qui ne manquèrent pas d'identifier au plus axial ce qui se tramait dans le flux magmatique des logorées nazis, à savoir un démantèlement du grand code biblique, comme le nommait William Blake, un projet d'anéantissement des fondements principes du monothéisme éthique et un retour massif d'un paganisme habillé d'hellénisme frelaté.
Thomas Mann, pour ne citer que lui, dans ses messages mensuels radiophoniques aux Allemands sur la BBC durant la Seconde Guerre mondiale, ne manquait pas de souligner que la guerre en cours, en son noyau et son enjeu, confondait, c'est son expression, l'ABC de l'humain savoir-vivre avec ceux qu'il nommait les cuistres sanguinaires, les faux révolutionnaires pillards, les bourreaux de civilisation. Entre ceux pour lesquels, je le cite toujours, les 10 paroles comptent, inscrites dans leur chair et sang civilisationnel, et ceux pour lesquels ces paroles ne comptent plus. Menteurs, assassins, pilleurs, outrageurs et parricides, je le cite toujours, tenanciers de la prairie des débauches. Ce que les uns et les autres, dans leur diversité, les uns dans leur intuition alertée d'avant-guerre, et les autres dans leur constat au sortir de celle-ci, avaient entreaperçu au plus près du tramé du langage, au cœur de l'Europe moderne et civilisée, c'était les propagandes publicitaires de la domination totalitaire, le retournement de tous les instruments et édifices appareillant la sociabilité humaine laborieusement construits au fil des siècles, l'inversion de tous les emblèmes du progrès, sciences, techniques, médecine, mis au service de la mort programmée, le scientisme racialiste comme organisateur de l'accent d'irréversibilité et d'incurabilité de l'altérité de l'autre, le meurtre de masse à flux tendu, rationalisé des exterminations, les expériences médicales pratiquées dans les camps corrélés aux entreprises du Lebensborn et du programme T4 d'eugénisme et d'euthanasie, l'outrage fait aux morts laissés sans sépulture, réduits en cendres ou saccagés en matières premières métonymiquement facturables. Que c'était pulvériser tous les fondements éthiques qui charpentaient le devenir humain dans son travail de culture. Tout cela dépassait ce qu'autrefois, dans sa grande sagacité, Thomas Hobbes avait déjà identifié dans l'observation générique de l'entremangerie universelle. Avec la destruction nazie, un seuil avait été franchi. Nous étions passés au-delà de la guerre de tous contre tous, de l'homme est un loup pour l'homme, emprunté à Pleut, aux conséquences plus ou moins contenues par le mince film des enveloppes morales produites dans les montages religieux. Plus irrémédiablement, ce qui venait de se produire était impensé, inédit dans sa démesure, et participait d'une démolition de l'homme, d'une démolition de l'idée même d'homme, comme l'écrivit au retour des camps le survivant Primo Levi dans « Si c'est un homme ». Une destruction qui, dans la concomitance de la violence hors mesure faite aux hommes et aux choses, lacéra et déchiqueta l'ordre symbolique, brisa en inversion le processus de l'hominisation et atteignit les formes gagnées de l'intelligibilité savante. Cette destruction avait pris ses quartiers séminaux dans l'ombre des Lumières à leur linéament. L'élégie aux dieux de la Grèce de Schiller, la physiognomie de Lavater, le canon esthétique hellénistique homoérotique de Winckelmann, la paléontologie linguistique de William Jones, c'est ainsi que Saussure la définissait, originant au sanskrit l'ensemble des langues européennes et acte de naissance de l'arianisme à venir, les fictions eugénistes de Restif de la Bretonne, par exemple dans La découverte astrale, en avaient fait signal et virtuelle semence avant la fin du XVIIIe siècle. En manière d'ébauche, d'un désarrimage avec les scénographies esthétiques, cognitives et éthico-pratiques déclinées du monothéisme.
Mais c'est bien à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en interaction avec un scientisme idéologique rayonnant et avec un éventail d'idéologies politiques du ressentiment et de la haine, que tout un lexique imbibé d'exclusion, d'éradication et d'anéantissement apparut, se constitua et s'entrelaça. Racisme, dégénérescence, euthanasie, eugénisme, extermination, antisémitisme, entre autres. La science, via ses greffons scientistes, fut réquisitionnée contre le christianisme. Le paganisme attelé à un hellénisme trivialisé, recentré mythiquement sur Sparte, fut convoqué contre le judaïsme. Par une ténébreuse congruence, toutes ces créations lexicales en une vingtaine d'années trouvèrent leur arrimage et s'entrecroisèrent en montage sémantique. S'esquissa alors, à travers l'Europe, un autre paysage culturel fait de brutalisation croissante et d'un motif de langage fortement chargé de morbidité, cruauté, sadisme, perversion et d'apathie. Une constellation obscure avait prononcé la négation des promesses des Lumières. Elle montra son premier plein panorama dans les champs pilonnés et saccagés des batailles de la Première Guerre mondiale. Les Lumières, d'un côté, quelque chose qui se cherchait de la vie bonne, une représentation universelle de l'homme, une métabolisation créative et constructive. De l'autre, des pousses au jouir meurtrier qui portent la destruction comme la nuée et l'orage. Une succession d'étapes, d'un côté, un enchaînement d'amorces, de l'autre. Autour de 1880, une cinquantaine d'années avant la prise du pouvoir par une bande d'illuminés païens aux manières de voyous, tout était déjà dit et écrit. Ils y firent leur nid. Lorsque le procureur général américain Robert Jackson déclara devant le tribunal militaire international à l'ouverture du procès de Nuremberg, 20 novembre 1945, « La véritable partie plaignante à votre barre est la civilisation. » Il indiqua une voie, posa l'enjeu, nomma la catastrophe. Le procès de Nuremberg fut l'occasion d'introduire dans le droit international, sous la réflexion d'Hersch-Lauterpacht, la notion inédite de crime contre l'humanité à laquelle fut conféré un régime particulier, l'imprescriptibilité. Le juriste Raphaël Lemkin put faire inscrire la notion de génocide comme crime majeur. Le médecin psychiatre Léo Alexander rédigea les premiers articles du Code de Nuremberg sur lesquels pourront s'appuyer les actes d'accusation des médecins SS. René Cassin rédigea pour l'ONU la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'Organisation internationale du travail, réunie en conférence, convoquée à San Francisco, renouvela en l'étendant la liberté syndicale et la protection du droit syndical qui vinrent prolonger l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bricolage non anodin, quoique rustine juridique, pour un sauvetage du sujet humain, de l'humain dans l'homme, tentative dans l'urgence de colmater par le droit l'hémorragie entrevue des humeurs bonnes du travail général de civilisation. Ces nouveautés juridictionnelles témoignaient de l'intuition qu'il s'était passé là quelque chose sans précédent. On me fait des signaux qu'il faut raccourcir. Je vais donc avancer un petit peu en vous disant que c'est vraiment embêtant, c'est vraiment désagréable. Je vais m'autoriser à vous permettre de lire votre texte parce que ça n'aurait pas de sens. Merci. Je vais me permettre. Merci, Jean. Oui, oui. Non, c'est 11h30. Non, oui. Continuez. Merci beaucoup. La plupart des élites intellectuelles et savantes occidentales, à l'exception de quelques-uns dont principalement ceux cités tout à l'heure, globalement rassérénés par la victoire militaire, retournèrent sereines, quand ce n'est pas somnambules,
à une confiance assoupie dans le droit, la raison, le progrès, qui venait pourtant d'être fracassé. Ou alla se perdre dans les controverses idéologiques et les conflits de blocs liés à la guerre froide. Elle ne se soucia pas d'entreprendre un travail de décryptage de ce qui venait de se produire et comment, ce à quoi Lacan faisait allusion. Hannah Arendt crut pouvoir prédire à ce moment-là que je la cite, le problème du mal serait le problème fondamental de la vie intellectuelle de l'après-guerre en Europe, de même que la mort était devenue le problème fondamental après la Première Guerre mondiale. L'esquive et l'indolence de pensée d'après-guerre ne l'ont pas confirmé. Et elle-même n'a pas été probante dans sa propre tentative à l'occasion du procès d'Eichmann, du moins l'a-t-elle tenté. On en resta dans le mainstream académique peu ou prou à la définition du nazisme donnée par le stalinien Dimitrov au 7e congrès du Comintern 1935, dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capitalisme financier. Tandis que la dimension spécifique de l'extermination des populations juives et ce dont elle faisait signe en remaniement sociographique nazi dans ce chantier de mort, en fut édulcoré, estompé, gommé, avec d'autant plus d'efficience que tous les sites de l'extermination se trouvaient à l'est de l'Europe, passée sous domination stalinienne. Tandis que l'heure progressiste de l'émancipation, par le scientisme et ses discours, n'était pas en mesure de placer sous l'éclairage, pour le sonder, ce qui venait de se produire sur l'axe du désarrimage éthique dans la seconde modernité. Désarrimage par désaffiliation des valeurs déclinées du monothéisme et établies dans notre région civilisationnelle via le christianisme en manière normative de référence. Un désarrimage dont les totalitarismes du XXe siècle furent les effets les plus atroces et qui ne trouva pas sa relève symbolique en élévation dans la vie de l'esprit face à la récusation absolue nazie du monothéisme éthique, des principes éthico-cognitifs qui s'y sont charpentés, des récits qui l'inscrivent, des usages qui s'en déduisent. Il a fallu au tournant des années 60, plus de 15 ans après, le procès d'Eichmann à Jérusalem, les œuvres du poète russe Evtushenko et du compositeur Dimitri Shostakovich en mémoire de Babi-Yar, le monumental travail de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe pour ouvrir la voie à l'intérêt d'un public plus dense. Il a fallu la découverte enfin par les lecteurs des œuvres des témoignages des écrivains de la déportation, Primo Levi, Robert Antelme, mais aussi Charlotte Delbo, Etty Ilsum, Ruth Krugel, etc. L'œuvre cinématographique Shoah de Lanzmann et enfin toutes les intrigues perverses des négationnistes qui mobilisèrent en conscience le milieu des historiens pour que la singularité de la Shoah sorte de l'ombre dans laquelle elle avait été tenue et avec elle tout l'éventail des interrogations et remises en perspective qu'elle portait en Gésine dans l'évidence de son unicité avant-coureuse. De ces failles cumulées, quelque chose du travail de civilisation et de ses décryptages ne s'est pas produit. A contrario, d'une part, quelque chose est demeuré en forme de spore empoisonné et insiste toujours, qui a assuré la poursuite et la reconduction des paramétrages sociographiques du nazisme sous forme euphémisée, sous l'abri d'un bouclier compassionnel, ou même recyclé sous le label d'une émancipation devenue folle, prête à passer un pacte avec toutes les formes de scientisme des technosciences, lui promettant un avenir libéré, y compris des contraintes biologiques intolérables, voire même des corps, comme l'a rappelé Monette à propos du transhumanisme. Théodore Adorno, doté lui aussi d'une oreille éthique absolue, en avait eu un pressentiment après la guerre et la victoire in extremis des Alliés. Le nazisme, comme figure d'échéance accomplie d'un reborn païen lors de la seconde modernité, n'appartient pas à un passé révolu. Le nazisme, au fil de son empreinte païenne, lui semble toujours vive. Adorno ajoute « Nous ne savons pas encore
s'il ne s'agit que du spectre de ce qui fut si monstrueux que sa mort même ne l'a pas achevé, ou s'il a réussi à ne pas mourir. C'est dans Modèle critique que signifie repenser le passé. Le nazisme avait ouvert la possibilité d'un monde mortifère sans limite, où l'éthique de l'interdit fait défaut à la structuration du lien social et ne fait plus obstacle aux violences chosifiantes. Les brouillons totalitaires du Lebensborn et du château de Hartheim, présentés maintenant dans des versions contractuelles de l'offre de marché, hantent dorénavant, à leur insu, la procréation sélective et la médecine prédictive. Ainsi se trouve recyclée l'euthanasie, dite miséricordieuse, et l'eugénisme, dit libéral, avec ses paysages de manipulation industrielle, le stockage d'embryons, le tri de gamètes, l'utérus artificiel, le clonage annoncé, tout ce dont Monette, Vacquin, nous avait la première alerté. Ainsi se trouve promu le transhumanisme en développeur de potentialités surhumaines, dit encore locked in aujourd'hui. Ainsi peuvent s'énoncer des projets de transformation des défunts en engrais et fertilisants après aquamation funéraire, liquidation des corps, en argument écologique de l'abaissement de l'indice carbone et diminution des gaz à effet de serre. C'est dans le milieu de l'écologie contemporaine que le projet de transformer les corps en cendres et en engrais a été réintroduit et repris. D'où, hier, dans notre échange, mon intérêt pour les questions d'environnement et ma réticence au milieu politico-écologique. Rebond reformaté en bonne cause du sort des cohortes suppliciées dans les chambres à gaz, brûlées dans les fours crématoires ou passées à la broyeuse d'os dont les cendres étaient déjà employées en engrais. Nous pourrions ajouter à l'énumération bien d'autres indices et indicateurs. C'est un relevé à somme ouverte, on n'a pas le temps ici. On pourrait évoquer la naissance d'une nouvelle perversion, à ajouter aux pathologies sexualistes de Krafft-Ebing, la nécroscopie, la mise en scène d'authentiques cadavres, dont l'eau des cellules est remplacée par des résines époxy dans des expositions itinérantes à grand succès ces dernières années, grâce aux bons soins du docteur Van Hagen, lui-même fils de SS, et dont les cadavres étaient le fait de livraison de la Chine populaire. Perversion qui a de beaux jours encore devant elle, de snuff movie, en diffusion sous le manteau du fanatisme politico-religieux ou via Internet d'égorgement, de décapitation. Les snuff movies ne sont plus un délire de l'imagination, s'ils le furent, mais quelque chose d'aussi tangible que les polissonneries filmées des temps du cinéma muet. Et on pourrait même évoquer les consignes d'un bon programme radio national socialiste donné par Goebbels pour la domestication des masses, un mélange d'incitation, de détente, de divertissement, sous les directives duquel la musique de divertissement passa à 70% du temps d'antenne, de même pour la ligne éditoriale du Berliner Illustrierte Zeitung, principal organe de presse populaire nazi, pas de politique, mais des stars internationales du sport, du cinéma, de la mode, de la musique, des petites joies privées et des grandes catastrophes naturelles. De quoi, en démocratie de marché publicitaire, pouvoir vendre du temps de cerveau disponible. Longtemps on a pensé, dans l'éclairage des Lumières, que le progrès des sciences et des techniques et le progrès de l'humain dans l'homme marchaient d'un même pas. Longtemps, on a pensé que le seul danger qui guettait la société civile se trouvait dans l'État coercitif, dans les forces politiques de l'oppression et de la tyrannie, le Léviathan, en langage hobbésien. L'effectivité du nazisme nous apprend qu'un autre danger guette la société civile, celui de la destruction. Thomas Hobbes ne l'avait pas non plus manqué, qui lui donna le nom de Behémoth, son antonyme et son pendant, le non-État, le chaos, le désordre mortel de l'absence de loi, autant civil que symbolique. Tout ce qui pousse au jouir destructeur, tout ce qui se conjugue pour la destruction de l'humanité dans l'homme, auquel Freud rendit raison depuis la rigueur de sa clinique des pulsions. J'ai dit d'une part, voici l'autre part.
D'autre part, et de façon concomitante, par défaut d'un travail d'élaboration symboligène réparatrice post-nazisme, pourrait, je le mets au conditionnel, s'être bricolé, insu, dans la psyché collective de nos régions civilisationnelles en lieu et place, un semblant de formation réactionnelle culturelle de masse, dont les années 68 furent le chaudron, en profusion de slogans prescriptifs, injonctifs et désignateurs de route, avec comme initiale pierre d'angle, CRS, SS, clamé sur l'air des lampions des journées insurrectionnelles de 1848, et pour Fagnon, l'oxymorique « il est interdit d'interdire » en trépignement jubilatoire de cours d'école maternelle. Dans une scénographie imaginaire qui se croyait rejouer la résistance, rappelons-nous, on disait « nouvelle résistance », se proclamaient ainsi les Mao, FTP, dont sans vergogne se revendiquait Action Directe, collabos fascistes, etc., tout un lexique hyperbolique d'invective s'installa dans la doxa militante jusqu'à finir en identifiant littéralisé et stipendié. Petite anecdote, dans une réunion de mon labo au CNRS, de bureau, je faisais allusion au fait, évocation que j'avais des réticences à aller voter pour la candidate du Parti Socialiste, Ségolène Royal. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Tu ne vas pas voter pour ce fasciste de Bayrou ?» Donc j'ai répondu « Mais si Bayrou est fasciste, avec quel mot vous avez employé le front, désigné le Front National et autres ?» Voilà, petite anecdote. J'emploie le syntagme de formation réactionnelle culturelle de masse sous votre supervision pour en peser une éventuelle pertinence clinique, mais autorisé du moins en emploi analogique, par son évocation dynamique telle que la narrativité freudienne la relate dans ses textes en plusieurs occurrences. La mécanique sous tension permanente d'un contre-investissement de direction opposée et de force égale à ce qu'elle tente de repousser d'un désir inconscient, ce qui lui vaut la qualification de réactionnel, son caractère potentiellement établi en trait de culture, s'immisçant dans les domaines de la pensée et de l'intellect, ses manifestations symptomatologiques de rigidité, de forcé, de compulsionnel, et en manière de validation au moins analogique de ce que nous envisageons placer sous le montage d'une formation réactionnelle, il y a cette façon observable dont ce qui est contre-investi infiltre son contre-investissement antithétique jusqu'à s'y réaliser. Et que des idéalités élues, affichées du système défensif en office d'immunité psychique contre le pulsionnel qui les taraude, forcées jusqu'à leurs conséquences ultimes, échouent dans leurs fonctions et satisfont ce à quoi elles sont censées s'opposer, qui les infiltre et y retrouvent même une résidence remaquillée. L'empreinte de cette formation réactionnelle et son emprise en grand cafouillage s'est établie sous le mode expansif d'une téléologie mimétique qui a étendu son empire en un large éventail d'éclosions. En mille circonstances et multiples champs discursifs, celle-ci s'associe dans un continuum sans rupture d'écolalie d'une émancipation dite anti-autoritaire. Sans limite et forcenée, devenue folle d'hubris de pistage en toute situation et tout domaine, et de rejet radical sous l'estampille hyperbolique de fasciste, de tout apparentement ressenti avec une domination supposée, une dénomination aussi bièvre que vénéneuse. Il aura fallu une 50aine d'années pour que ça vienne à la surface du mainstream ambiant en idolaphorie et charrié par lui. Un chiffre qui pourrait d'ailleurs se révéler une constante si on pense au temps gestatif de l'énonciation à l'acte des sémantiques dans lesquelles, par ailleurs, le nazisme a pris ses marques, et qui pourrait également correspondre peu ou prou à couvrir l'enchaînement repéré par la clinique de 3 générations. Nous risquons à émettre l'hypothèse qu'ici, dans cette soupe inaugurante,
trouvèrent leur essor quelques appareillements de pensée inédits, aux ravages pas encore pleinement dénombrés. L'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, et puis leur théorie du rhizome. La queer théorie et son continuum en gommage des différences sexuées. L'éthique minimale de Ruven Augien et Marcel Layancoub, qui était dans mon propre labo et avec qui nous avions de fortes, violentes, tout à fait cordiales en même temps, discussions. Les médias qui réduisent l'information à un micro tendu devant tout dol légitime ou joué. Sans oublier le « toute langue est fasciste » de Barthes, une hyperbole un peu imbécile dans laquelle trouva peut-être en écho lointain les suppôts de l'écriture inclusive, avec le fémage contre les hommages, les yels et les autres balivernes hallucinés revendiqués d'un victimisme agressif. J'ai un petit exemple encore à vous donner dans ce genre qui venait de mon labo. Comme c'était un labo d'éthique pluridisciplinaire du CNRS, nous recevions régulièrement des acteurs du champ social sur les questions d'actualité. Et nous avions ainsi reçu les dirigeants des associations de parents gays et lesbiens qui manifestaient et se mobilisaient à l'époque pour le Pax, si vous vous souvenez. Et j'avais posé la question suivante, j'avais dit, mais il faudra toujours un homme et une femme, puisqu'il revendiquait l'homoparentalité, il faudra toujours encore un homme et une femme avant l'exogénèse pour faire un enfant. Comment vous allez nommer ses parents? Et ça a fusé spontanément. Les fabricants. Voilà, c'est le monde de ces choses-là qui, après, en rebond, nous donnera administrativement euphémisé avec parent 1, parent 2, qui ont fait les souffrances de Monette alertées. Voilà, quand le repoussé par la formation réactionnelle se réalise sous les oripeaux de son antithétisme au nom de l'émancipation, nous voyons revenir un fascisme, lui, authentique. Les 10 rebelles contemporains, les Dixit autoproclamés, donc indignés, humiliés, offensés, outragés, s'insurgent-ils contre ce paysage de dévastation humaine qui se prolonge, celui que j'ai cité tout à l'heure, aquamation, médias à la Goebbels et autres snuff movies? Non, ils ne les voient pas, ils ne les conçoivent même pas. Ils sont frappés d'un psittacisme répétant en canon qu'il est interdit d'interdire. Dans cette confusion séminale du Léviathan et du Béhémoth, ils ont opté pour une posture rebelle en idéal et un tropisme anti-autoritaire devenu la Magna Carta Libertatum de l'émancipation. En contrepente et gesticulation cérémonielle, affectation rebelle et tropisme anti-autoritaire imprègnent comme une glu toute capacité de réflexion contemporaine mainstream. Par contresens séminal, d'avoir conçu le nazisme comme la seule réalisation en absolu d'un pouvoir étatique essentialisé en institutions oppressives, alors même que de par ses paramétrages de mentalité voyou, il fonctionna comme une polyarchie, multipliant les entités et institutions en rivalité les unes avec les autres, tel un gang justement dont les conflits permanents étaient réglés par la seule ascendance du chef. Je vous renvoie à l'œuvre magistrale de Franz Neumann, qui le premier en comprit l'enjeu dès 1940-41. Franz Neumann, qui était de l'école de Francfort et qui, contre tous, intitula son ouvrage « Béhémoth, théorie et pratique du national-socialisme ». Dans une dynamique des derniers jours, pour un forçage de la fin aux accents absolutistes et même fanatiques, il ne se sustente que d'une seule maxime. L'homme est quelque chose
qui doit être affranchi. À cette aune, tout est donc fasciste. Entendez hétéro, mâle, blanc et père aujourd'hui. Toute dissymétrie est asymétrie, et asymétrie sont autoritaires. Toute limite est insupportable. Toute frontière est à abolir. Ce qui nous donne la grammaire avec l'écriture inclusive, la sexuation psychique avec la théorie du genre, ciblant la différence des sexes et sa nouvelle excroissance, la propagande trans et ses agents recruteurs, tout comme la biochimie physiologique des corps sexués qui fait grimper au rideau misandrie et misogynie conjuguée, car l'hostilité envers le masculin est aussi une hostilité envers le féminin. La naissance non calculée, avec l'allongement de la durée d'autorisation des avortements au-delà des 12 semaines, certains promouvant aujourd'hui, comme nous l'a rapporté notre ami Jean-François Bronstein, des avortements post-partum, SIC, jusqu'à 1 an après la naissance, pour confort personnel. C'est comme ça que ça se dit. La mort non programmée, avec les propagandes pro-euthanasie promouvant la libre disposition instrumentale d'un droit à la mort, poreux d'un devoir de mise à mort. La barrière des espèces vivantes entre humains et animaux, l'antispécisme visant à gommer tout trait de différenciation et de rupture entre le règne animal et les particularités humaines en son sein, jusqu'à, chez certains, promouvoir, en conséquence, la légitimité morale de la zoophilie. Antispécisme qui faisait affirmer à Peter Singer qu'entre un bébé animal à sauver d'une espèce en voie de disparition et un bébé humain, il opterait pour sauver seulement le bébé animal. Pour rappel, Göring fit passer dès l'été 1934 une loi contre les expérimentations dans les laboratoires sur les animaux, menaçant ceux qui contreviendraient d'être envoyés en camp de concentration. La furie émancipatoire, contre-investissante, devient poreuse à tout ce qui est transgression symbolique, sans être plus capable de dresser des digues contre ce qui vient de cette transgression. Dans ces diverses occurrences, le délitement libertarien s'approprie chaque fois qu'utile les produits résiduels du délétère nazi auquel il s'acoquine, car qui dénonce l'universalisme aujourd'hui en unité du genre humain, malaisément établi au fil des siècles en Europe, qui milite aujourd'hui pour l'euthanasie, qui milite pour l'exogénèse, le clonage, la GPA sans limite. J'ai entendu récemment un nouvel argument. La GPA éthique est un bon moyen pour en finir avec la famille conservatrice. Oui. La PMA en offre de marché, qui procède en tangente de champs discursifs rebelles à ces inversions racialisantes, clouant ces nouvelles cibles au pilori de la disqualification incurable. Par exemple, l'appropriation culturelle qui fait qu'un blanc ne peut plus jouer le rôle d'un noir, ou bien que Charlotte Gainsbourg ne peut plus jouer Gisèle Halimi, qui rhabille d'une chasuble libertaire les instruments de la sociographie himmlérienne. Tout questionnement éthique, toute interpellation symbolique de la loi humanisante qui en interrogera les conséquences s'en trouve rabattu à un ordre moral répudié, fruit d'un patriarcat essentialisé au nid, avec l'homme blanc, hétérosexuel, en figuration réactionnaire disqualifiée, voire répulsive, paradigmé en nouvelle catégorie d'hommes à effacer, selon les rejetons à la fois des gardes rouges, maoïstes de l'accusateur public des temps sanglants de la terreur révolutionnaire Fouquier-Tinville, idole d'Alain Badiou, voire de la Sturmabteilung, la SA, proto-intersectionniste à sa façon dans son temps, qui composait en brouillon homosexualité, racialisme, antisémitisme, glorification de l'inculture et populisme révolutionnaire. Tous les paradigmes de la connaissance, les édifices architecturaux du savoir, se trouvent démantelés dans la mise à l'index de l'exigence de la raison, de la longue durée de l'histoire et de l'asymptote pour la vérité.
Dans le réductionnisme indigent d'une bipolarité essentialisée dominant-dominé, anomie lexicale, anomie historique, anomie culturelle se joignent par éboulement continu à une anomie psychique aux cognitivités non dépliées, propice à la réactivation des pulsions archaïques. Je fais l'économie de quelques autres passages et je voudrais terminer. La délivrance de la tyrannie réjouit et est toujours en urgence sur l'établi de travail de nos sociétés contemporaines, menacées de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il est des émancipations mauvaises qui ouvrent le frayage, forcent le passage à la destruction. Il y a des libertés sans conscience, foncièrement liberticides. Après la sélection en accompagnement du nazisme, le travail en opérateur génocidaire au Rwanda, l'émancipation, à ce point dévoyée par ces nouvelles manières de rétrogradation cognitive, autrefois entreaperçues par Adorno sous le syntagme de progrès régressif, c'était dans Minima Moralia, et leur tumulte tonitruant et trépignant intersectionnel, va-t-elle devenir le nouveau lexème, le signifiant maître de nouvelles destructions? Avant-guerre, avec la montée du nazisme, puis son affermage de l'État allemand, Sigmund Freud a l'écho des fureurs d'estrade qui annonçaient les furies en frayage et en manière d'indication testamentaire, comme une missive lancée vers l'avenir, énonça une déconvenue qui résonne comme un désabusement. Elle vaut sentence dorénavant pour qui ne se dérobe pas au travail de désillusion de son anthropologie. Nous vivons à une époque particulièrement curieuse. Nous trouvons avec étonnement que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Au sortir de la guerre, le poète Paul Celan avait lancé un avertissement. La nuit s'est ouverte et elle est restée déclose, à savoir sentinelle. Merci. C'est nous qui devons vous dire merci. Vous savez quoi, je n'ai pas d'autres mots. Comment dirais-je, répondre à un texte aussi dense, aussi profond, aussi articulé, aussi imprégné de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous êtes parvenu à partager. Vous savez, moi je suis le juriste. À certains moments, je me sens dans cette... Mais, chère Marie-Elisabeth, c'est la richesse de cette ouverture pluridisciplinaire. Je me sens à certains moments un électron, non pas libre, mais déconnecté, parce que qu'est-ce que le droit vient faire dans tout cela? Oui, mais j'y ai cru, mais quelque part, évidemment, les textes actuels, n'est-ce pas, sont si on vous suit, sont dans une forme de déni, et ce déni est la conséquence d'un premier déni fondamental qui a surgi après la guerre et qui ne voulait pas voir. C'est en ça que vous nous ouvrez les yeux, et moi je vous en remercie infiniment. Bon, évidemment, mais je vais vous donner immédiatement la parole. Je suis né quelque part vous savez, la Charte des Nations Unies a encore osé dire que nous pouvions proclamer à nouveau notre foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine. C'est un des morceaux du préambule de la charte. Alors évidemment, je suis né, et toute ma formation juridique a été dans ce monde-là, tout en comment dirais-je, n'ayant jamais nié, puisque effectivement ma famille a aussi été, comment dirais-je, atteinte par le nazisme, et il y a eu des exterminations dans des camps aussi, même si nous n'étions pas juifs. Et le grand-père de ma femme a refusé de délivrer l'étoile jaune aux juifs dans la commune d'Ucle, et c'est injuste parmi les justes. Donc tout cela en même temps, nous le vivions même dans ma jeunesse, et je me souviens
de Nuit et brouillard de Jean Ferrat, qui je n'ai jamais su le vérifier, mais qui aurait été interdit dans un premier temps sur les antennes de... Ça sera vérifié, mais c'est exact. On l'a dit. Oui. Le même souvenir. Voilà. Mais enfin, en même temps, oui, j'ai reçu ma formation juridique en ayant foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et tous les textes juridiques et toute l'Organisation des Nations Unies, nous y avons cru de toutes nos forces. Et puis effectivement, maintenant, je crains que vous ayez raison, la désintégration de l'ordre international qui se produit sous nos yeux à une vitesse qu'on ne pourrait même pas imaginer. Un président des États-Unis qui ose se moquer de l'ONU, c'est grave, c'est grave. Voilà, je réagis avec mon cœur, avec ce que je suis aussi. Je voudrais vous dire, merci beaucoup, mais vraiment, et je rebondis tout de suite. Il y a depuis longtemps qu'on se moque de l'ONU. On n'a pas attendu Trump, monsieur. Tous les appareillages des pays socialistes dans les années 60 déjà organisaient le démantèlement du projet de l'ONU. Souvenez-vous vraiment comment c'était les votes compacts, systématiques, et la façon dont toutes les actions de ce qui se passait en Europe de l'Est étaient absolument bloquées dans la possibilité que l'ONU puisse intervenir. C'est-à-dire que le démantèlement de l'ONU a commencé bien avant Trump. C'est juste la remarque que je veux vous dire. Oui. Je voulais simplement rappeler que dans nos formations juridiques en faculté de droit, ça reste encore un discours présenté comme, je dirais, comme celui de la foi dans la valeur de la personne humaine. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à réagir de cette manière-là, je l'ai fait spontanément. Nous continuerons la discussion pendant la pause, parce que pour rattraper un petit peu le retard que nous avons. Donc Marie-Elisabeth nous convie à prendre un café. D'accord. Vous voulez dire quelque chose, Manette ? Oui, on est dans un vrai dilemme de temps. Marie-Elisabeth, je te demande pardon, est-ce que tu peux nous accorder 10 minutes ? On éprouve le besoin. Hein ? Voilà. Vraiment, 10 minutes, c'est pas possible de... je vais vous donner la parole tout de suite, Pascal. Je voulais remercier Gérard et dire un petit mot. Il est normal d'être troublé après ce que nous venons d'entendre. Te remercier beaucoup parce qu'il y a des années que je me dis que la première chose à faire pour tenter de comprendre quelque chose à ce qui nous arrive, c'est de raconter à notre génération son histoire. Il me semble que c'est ce que tu viens de faire. Et comme tu viens de le faire après l'exposé d'Olivier, qui se terminait par cette magnifique image des pères et des fils, et que je travaille depuis 40 ans sur ce qui a été fait comme attaque à la filiation, dépeçage de la filiation. Un ami psychanalyste me faisait observer que la question d'où viennent les enfants pouvait être retournée en d'où viennent les parents. Il me semble que tu ouvres, que tu contribues au premier acte de pensée que nous pouvons faire pour comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire une énonciation de ce qui s'est passé sur fond de cette image sur laquelle Olivier a conclu son propre exposé, les retrouvailles des pères et des fils. Voilà, on s'en dira plus peut-être dans le courant de la journée. Il y avait donc une intervention. Oui. En applaudissant l'acte de Jean-Louis Ronchon, je voulais accompagner Gérard Rabinovitch et Olivier Rey de ce procès que Lacan s'est fait à lui-même, mais qu'il nous a adressé. D'un « je n'en veux rien savoir ». Je n'en veux rien savoir. C'est comme ça qu'il termine quasiment son œuvre, en lui-même se posant de ce « je n'en veux rien savoir ». Et l'un et l'autre, Olivier Rey et Gérard Rabinovitch, vous avez
puis repris par Jean-Louis Ranchon, mis en question cette impossibilité, ce refus, ce démenti de la mémoire. Voilà. Je ne sais pas, vous vous rendez compte de ce que dit Lacan là-dedans, tous les deux? Je ne sais pas si ce que je vous dis ne vous ébranle pas, et j'en suis très étonné. Moi, je n'en veux rien savoir. Je crois que c'est Lacan. Je crois que c'est chez lui que j'ai trouvé cette référence aux Upanishads, qui disaient qu'eux, à la différence de nous en Occident, qu'il y avait 3 grandes passions humaines, l'amour, la haine et l'ignorance. Et je crois que que l'ignorance faisait... Je n'en veux rien savoir, ça fait partie de l'humanité aussi. Et c'est... Pardon ? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que les Upanishads l'identifient de cette façon, et Lacan le cite et le reprend à son compte, et ça m'avait beaucoup impressionné de cette découverte-là, de ce savoir anthropologique que je trouvais tout à fait pertinent et bien attrapé du côté de l'Inde. Il m'a semblé que ton propos, où c'est une association, était traversé par quelque chose que j'ai lu à sa manière chez Pierre Legendre, dans un article issu de l'ouvrage Filiation, l'attaque nazie contre le principe de filiation, où Pierre Legendre dit que c'est en tant que fils et père, mais quand il dit fils et père, Pierre Legendre, il entend de l'un et l'autre sexe, que le nazisme s'est déployé. Est-ce que tu te reconnais dans ce texte? Est-ce que mon association est juste? La filiation, source de toute loi. Oui. Mais je pense qu'en effet, c'est ce qui s'est produit, et c'est un peu embarrassant, mais je vais le faire quand même. C'est un peu ce dont je traite dans le bouquin qui sort bien très prochainement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en Occident? Comment, à un moment donné, il y a deux... Vous savez, on parle toujours de 2 modernités, la première et la seconde modernité. La première modernité, disons, c'est autour du siècle des Lumières. C'est celle du grand travail d'œuvre. Moi, je l'approche par la philosophie politique, puisque c'est un peu ma maison de savoir, si on peut dire comme ça. Et là, s'est passé quelque chose d'inouï. Les hommes ont voulu sortir de la tyrannie. Pour sortir de la tyrannie, ils ont été chercher dans les textes des pères fondateurs, chez les Grecs et chez les Juifs. Comme le rappelait hier Dan, c'est les calvinistes, c'est les anglicans qui se sont mis à relire Philon, à lire Maïmonide, à lire Rachi, à lire les textes bibliques dans lesquels ils circulent, ils sillonnent totalement dans le champ biblique. Hobbes, c'est inouï. Grotius, c'est la même chose. Ils apprennent l'hébreu, et quand il y a des gens qui ne peuvent pas connaître l'hébreu, ils le traduisent en latin des traités du Talmud. Il y a l'université de Leiden, dont Rousseau a été un élève. Il a fait des études à Leiden. C'est à Leiden que se sont enseignés ceux qui après partiront sur le Mayflower. Je veux dire, c'est un moment inouï. C'est un moment où on essaie de poser la question du politique, d'une politique humaine non tyrannique. Comment le politique peut être non tyrannique? Et ils vont les chercher chez les pères, en bons fils, qui ont peut-être chopé quelque chose. Alors que le mouvement de la deuxième modernité, c'est l'image que j'emploie, puisque je viens de dire, c'est les adolescents qui ne veulent plus rien entendre parler des parents. Je vous propose, si Marie-Elisabeth me l'accorde, que nous prenions un café dont on a rudement besoin. Mais je crois que ce que nous avons entendu ce matin va donner
enfin, son relief tout particulier à ce que Jean-Louis va nous dire de l'état du droit de la famille. Merci à vous. Et puis, je suis très sensible, non pas aux compliments, mais est-ce que vous l'avez ressenti par votre histoire? Est-ce que